Je propose qu'on commence. Alors, je vais en quelques mots présenter le collectif Défense des libertés fondamentales et ce qui nous a amené à organiser cette soirée. Bon, le collectif de défense des libertés fondamentales existe à Rouen depuis 2002. C'est une structure unitaire qui regroupe des organisations syndicales de manière régulière, la FSU, Solidaire, le SAF, le SGEN, CFDT et une tendance syndicale, l'émancipation. Il regroupe des associations comme ATTAC, les associations féministes, antiracistes, des associations de solidarité avec la Palestine, le CREAL et des organisations politiques. Donc cette structure qui existe depuis presque 20 ans maintenant a une double fonction. Elle a une fonction, comme c'est une structure unitaire, d'organiser des mobilisations contre des atteintes aux libertés fondamentales. Par exemple, c'est elle qui, en ce moment, organise les mobilisations contre la loi de sécurité globale, qui organise les manifestations unitaires, etc. Bon. Et donc, en même temps que ces actions ponctuelles qui existent depuis presque 20 ans, le collectif de défense des libertés fondamentales a aussi un travail à plus long terme sur les atteintes aux libertés fondamentales. Par exemple, pour donner un exemple, en ce moment, on a entamé l'écriture d'un guide du Rouen colonial, décolonial, pour essayer de mettre en évidence en quoi, dans le nom des rues, dans les statuts, dans l'imaginaire de la ville, sont glorifiés des individus qui ont joué un rôle majeur dans la colonisation, voire même dans des massacres coloniaux, ou dans la promotion et l'extension de l'esclavage, etc. Et donc, on va chercher à publier un guide de cette nature. Donc voilà, c'est dans ce cadre de ces travaux d'une autre logique du collectif de défense des libertés fondamentales qu'on a, il y a depuis maintenant une dizaine d'années, de multiples initiatives concernant Jules Durand. Alors pourquoi on a parlé à Rouen de ce crime judiciaire? C'est que d'une part, on a fait des conférences, on a débaptisé de manière symbolique la place Foch, où il a été libéré, j'en dirai deux mots tout de suite. On a cherché on a contacté toutes les mairies de l'agglomération pour que des lieux rappellent cette histoire. Parce que Jules Durand, les faits qui sont à l'origine se sont passés au Havre, mais tout le reste
de la procédure, c'est-à-dire son incarcération, le jugement, sa libération et ensuite, malheureusement, son entrée à l'asile de Quatremar, qui s'appelle maintenant le centre psychiatrique du Rouvray. Tout s'est passé à Rouen et il est décédé dans le cabanon des indigents de l'asile de Quatremar, ça s'appelait à l'époque. Bien. Donc on a cherché à ce que cette histoire soit présente. Jusqu'à aujourd'hui, la seule municipalité qui a répondu positivement est celle de Saint-Étienne-du-Rouvray et avec laquelle on a apposé en 2013 une plaque dans la résidence du toit familial qui est tout à fait à côté du centre psychiatrique. Alors, voilà, pourquoi on tient cette conférence ce soir? C'est parce que c'est l'anniversaire. Il y a 110 ans, Jules Durand était libéré. Il était libéré, il est sorti à 15 heures de son incarcération. Les textes nous disent pâle, tremblant, les vêtements flottants, anéanti, prostré. En fait, les conditions de son incarcération étaient telles qu'il était déjà extrêmement atteint et il a dû rentrer à l'hôpital psychiatrique quelques semaines après. Donc, on a choisi de faire cette soirée le jour anniversaire parce que ça nous semblait, dans le cadre des choses symboliques importantes, de faire comme ça. Alors, pour organiser pour cette soirée-là. Donc, on l'a fait à l'occasion de la parution de cet ouvrage. Voilà, l'affaire Jules Durand. Vous voyez la photo de Jules Durand avant son incarcération et après. Bien, qui a été écrit par Marc Edrich. Alors, qui est donc un de nos invités. Marc Edrich est magistrat, président de cour d'assises et délégué régional du syndicat de la magistrature. Et on va proposer un échange avec Éric Baudeux, qui est avocat honoraire à Rouen et qui actuellement a une fonction de médiateur. Voilà. Donc, on vous propose une soirée qui va durer au maximum 1h30. Malheureusement, donc on voulait tenir ça en physique. Quand on l'a conçu au départ, c'était pour se rencontrer dans une salle autour d'un verre. Bon, malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc on le fait de cette manière. Il nous a semblé trop compliqué d'organiser un vrai débat oral avec toutes les participants et tous les participants. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'il y ait un échange entre Marc Edrich et Éric Baudeux et que vous puissiez poser des questions par écrit dans comment dirais-je, le petit onglet en bas où c'est écrit discussion. Vous pouvez poser une question dans cet onglet-là, écrire librement dans cet onglet. Dernière petite information, la séance est enregistrée, sera disponible sur la page Facebook du collectif de défense des libertés fondamentales dès qu'on l'aura mis en forme. Bien, pour commencer, donc, la première question que je voulais poser à Éric, d'abord, à Marc, pardon. Oui, plutôt. À Marc, c'était d'abord peut-être de nous rappeler en quelques minutes l'histoire, parce que toutes les personnes qui sont là ce soir ne connaissent peut-être pas la façon dont ce crime s'est agencé. Et puis ensuite d'essayer de nous expliquer comment a été possible une telle procédure judiciaire, comment ce crime a pu arriver, ce que tu appelles un crime judiciaire, a pu arriver. Merci. Ok, bonsoir à tout le monde et ravi de retrouver notamment le public rouennais car pour l'instant il n'avait pas été possible effectivement de présenter mon livre sur l'agglomération rouennaise qui effectivement est une ville symbolique dans le cadre de l'affaire Durand, une ville-étape importante. Alors, rappeler en quelques mots l'affaire Durand pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, moi j'aime bien commencer par dire que c'est la plus grande erreur judiciaire, et je mets des guillemets à erreur judiciaire, c'est la plus grande erreur judiciaire du XXe siècle, la plus tragique et la plus méconnue.
Et ça, c'est tellement caricatural que effectivement, ça a compté dans la motivation que j'ai eue pour écrire ce bouquin. Pourquoi la plus grande erreur judiciaire? Parce qu'un seul homme au XXe siècle a été d'abord condamné à mort par la justice, puis ensuite réhabilité par la justice et par la Cour de cassation, donc à Paris, la Cour suprême, si je puis dire, de l'ordre judiciaire français. Un seul homme. Pourquoi la plus tragique? Parce que, comme l'a rappelé Patrick, Jules Durand, le syndicaliste Jules Durand, qui a été condamné à mort et réhabilité, ne l'a jamais su. Il est devenu fou et il n'a jamais su qu'il avait été finalement innocenté, et ça donne un caractère absolument, effectivement, tragique à cette affaire. Et pourquoi la plus méconnue? Parce que, curieusement, et c'est aussi l'une des motivations de l'écriture du livre, curieusement, cette affaire, aussi importante soit-elle, a été complètement zappée par les historiens. On s'interrogera tout à l'heure pourquoi. Elle a été complètement négligée par les politiques, abandonnée par la République, y compris quand le président de la République était l'avocat même de Jules Durand, à savoir René Coty, et mis sous le boisseau par le mouvement ouvrier, qui n'a pas su, sauf les quelques dockers du Havre, n'a pas su porter la mémoire de cet homme, qui est un héros du mouvement ouvrier, qui n'est pas seulement un martyr, mais qui est un héros. Voilà. Alors, revenons un tout petit peu, après ce propos introductif, à l'histoire même de Jules Durand. J'aime bien dire que c'est une tragédie qui se déroule en 3 actes, et pour bien comprendre, les 3 actes, c'est d'abord un premier acte au Havre, avec un conflit, une grève dure sur le port du Havre. On est en pleine lutte des classes. On est effectivement, à l'origine, on a un syndicat tout jeune, le syndicat des dockers charbonniers du Havre, qui est en train de se reconstituer, qui se lance dans une grève contre même les conseils de l'union locale, qui trouvent que tout ça va un peu vite. Mais les conditions de travail sont tellement dures, tellement déplorables. Il faut savoir que l'embauche se fait à la journée, que les ouvriers sont payés sous forme de jetons qu'ils doivent échanger dans les bars. Il y a un alcoolisme quasiment généralisé, un travail extrêmement pénible. Et un jeune syndicaliste d'une trentaine d'années va relancer le syndicat et va lancer cette grève qui est suivie par quasiment toute la corporation des dockers charbonniers. Ça représente environ 600 personnes. Et on part sur une grève assez dure qui va durer plus de 3 semaines et qui, comme dans ce type de conflit, moi je dis souvent c'est Germinal-sur-Mer, hein, on a un héros comme dans Germinal de Zola, et on a des conflits très durs et des réflexes patronaux extrêmement très durs. Il y a du lockout et il y a de l'embauche par les patrons locaux de non-grévistes, de jaunes, et à l'époque on les appelle les renards. Et effectivement, il y a des tensions entre les grévistes et les renards sur les quais. Et ces tensions vont malheureusement avoir un sort tragique là aussi, puisque un jour, début septembre, les esprits sont très échauffés et un soir, 3 grévistes ivres vont reconnaître un des grévistes, un des non-grévistes, un renard, un contremaître, Louis Dongé, qui a les poches pleines, qui fait le malin et qui va être victime effectivement de violences en réunion, on dirait, hein, et il va se prendre des coups. Il va d'ailleurs sortir un revolver que l'enquête oubliera rapidement. Et il va succomber le lendemain matin de ces violences. Voilà le premier acte. Hein,
c'est sur fond de grève, sur fond d'alcoolisme aussi, un fait divers qui aurait dû rester un fait divers, comme malheureusement il s'en passait assez souvent sur les quais du Havre. Et finalement, ça ne restera pas un fait divers. Et pourquoi? Et là, on va passer sur l'acte 2, finalement, puisque la Compagnie Générale Transatlantique, qui est le principal employeur de ces dockers charbonniers sur la place du Havre, qui est une compagnie extrêmement prospère, mais qui ne supporte plus que ces bateaux soient bloqués et va saisir ce fait divers pour tenter d'instrumentaliser l'institution judiciaire. Et elle va y parvenir. Elle va y parvenir avec une aisance assez incroyable. Elle va monter une machination patronale à l'encontre du syndicat des charbonniers et principalement de ses dirigeants, à savoir Jules Durand, ce jeune syndicaliste révolutionnaire de 30 ans, surnommé sur les quais du Havre le buveur d'eau, car il était aussi un militant de la Ligue contre l'alcoolisme, de la Ligue anti-alcoolique, pardon. Et la machination va viser également les frères, le trésorier et le secrétaire adjoint qui vont également être dans le collimateur. Et le stratagème est le suivant, on va payer, alors on le saura bien sûr plus tard tout ça, mais on va payer 10 charbonniers pour qu'ils fassent des faux témoignages et qu'ils maintiennent devant le juge d'instruction que Jules Durand et les frères Boyer sont à l'origine de la mort de ce contremaître, qu'il s'agit en fait d'un assassinat commandité par les syndicalistes et exécuté par les 3 ouvriers charbonniers qui ont également été, qui ont bien sûr été interpellés le soir même. Et là, la machine judiciaire va se mettre en branle de façon extrêmement rapide, puisque Jules Durand va être arrêté chez lui, comme les frères Boyer. Ils vont être inculpés de complicité d'assassinat et ils vont être écroués avec les 3 ouvriers charbonniers ayant frappé le contremaître. Et l'instruction va être totalement bâclée, puisqu'elle va être bouclée en 1 mois et demi à peine. Pour vous dire la chronologie qui est complètement étonnante et qui révèle effectivement une justice de classe qui n'avait qu'un seul objectif, c'est faire vite et vite un exemple. Et donc, il est arrêté le 11 septembre et il sera jugé le 25 novembre. Ce qui, compte tenu des délais entre le tribunal judiciaire, le tribunal de grande instance du Havre et la cour d'appel où siège la cour d'assises à Rouen, permet de comprendre que tout ça a été d'une extrême rapidité. Alors, l'instruction à l'époque n'était pas comme aujourd'hui. L'avocat n'a quasiment pas la parole devant le juge d'instruction. Il va être défendu par un jeune avocat très inexpérimenté en matière pénale, qui est un avocat spécialisé en droit commercial, qui est également conseiller municipal, et c'est certainement par ce biais qu'on va orienter l'avocat pour la défense de Jules Durand. Et cet avocat s'appelle René Coty. René Coty ne va pas être très, très présent pendant l'instruction, mais c'est vrai qu'à l'époque, à sa décharge, les avocats n'avaient pas beaucoup de droits. Ils ne pouvaient pas poser des questions pendant les confrontations. Il va faire une seule demande de mise en liberté qui sera rejetée. Il ne va pas faire appel des ordonnances
mettant en accusation Jules Durand pour complicité d'assassinat. Et il va se montrer très confiant. Et d'ailleurs, Jules Durand au procès sera également très confiant en disant toute la vérité va jaillir devant la cour d'assises et les jurés vont comprendre qu'il s'agit là d'un complot et innocenter les syndicalistes. Mais ce ne sera pas le cas, puisque là aussi, je vais vite, mais le périple judiciaire va être véritablement un chemin de croix pour Durand. En, le 25 novembre 1910, au terme de 3 jours de procès, les frères Boyer sont acquittés. Les ouvriers charbonniers ayant commis les violences, qui sont donc considérés comme des assassins, selon la justice, selon la qualification pénale retenue, vont être condamnés à des peines de travaux forcés et partir au bagne. Et Jules Durand sera le seul à être condamné à mort. Et le jugement, l'arrêt de la cour d'assises se termine en disant Jules Durand aura la tête tranchée sur une place publique de Rouen. Voilà, voilà la première phase judiciaire. À partir de là, une grande mobilisation, d'abord une sidération, la sidération est complète, bien sûr, pour Jules Durand, qui va faire une première crise dans le box. Sa jeune compagne va s'évanouir, et René Coty va être complètement abasourdi. On y reviendra tout à l'heure avec Éric Baudeux sur la, la plaidoirie de Coty qui est apparue aux observateurs un peu décalée. En tout cas, il ne s'attendait pas du tout. Il s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une peine capitale de prononcer. Et il dira d'ailleurs dans un interview 3 jours après, je me battrai, je ne dormirai pas tant que mon client ne sera pas innocenté, etc. Or, on en parlera aussi tout à l'heure, René Coty va briller par son absence par la suite dans le cadre de la mobilisation politique, syndicale, très importante. Parce qu'effectivement, à partir de cette condamnation à mort, il faut savoir que tous les journaux parisiens avaient des chroniqueurs à Rouen. Cette affaire était extrêmement suivie, notamment grâce à Jaurès, qui, dans l'Humanité, a multiplié les éditoriaux et a très vite, suite à la condamnation de Durand, comme d'autres, baptisé l'affaire Durand comme étant la seconde affaire Dreyfus. Il faut savoir que nous sommes en 1910 et que l'affaire Dreyfus est encore dans tous les esprits, puisque pour mémoire, Alfred Dreyfus a été totalement innocenté en 1906 par la Cour de cassation, donc 4 ans auparavant, ce qui ne représente pas grand-chose. Et donc, très vite, la presse parisienne parle de seconde affaire Dreyfus. Et très vite, il y a une mobilisation extraordinaire, d'abord syndicale, bien entendu. La CGT, la jeune CGT, se mobilise. La nouvelle part même sur les bateaux et on a des mouvements de grève et des mouvements sociaux de soutien pour l'ouvrier docker Jules Durand à Chicago, à Liverpool, à Bilbao, et également, bien sûr, dans toutes les villes françaises. La Ligue des droits de l'homme, qui à l'époque a été créée, il faut s'en souvenir, au moment de l'affaire Dreyfus, la Ligue des droits de l'homme va également prendre fait et cause pour le syndicaliste Durand. Et c'est nouveau pour la Ligue des droits de l'homme de défendre un syndicaliste et de s'impliquer finalement sur le champ social. Et puis, bien sûr, les politiques, on a 200 parlementaires qui vont, au cours du mois de décembre, c'est-à-dire 2 semaines après la condamnation à mort de Durand, qui vont signer une pétition pour que le président de la République prononce une grâce pour Durand. Donc on a Anatole France aussi qui harangue les
les militants en leur disant, il y a un discours très, très célèbre, sauver Durand, c'est vous sauver vous-même. Donc il y a vraiment une mobilisation des intellectuels. On retrouve un peu comme dans l'affaire Dreyfus, on retrouve une mobilisation politique des intellectuels, syndicales également. On verra par la suite que malheureusement, certains grands Dreyfusards ont manqué à l'appel et on analysera pourquoi. Voilà un petit peu dans quel esprit cette mobilisation se déroule. Et il y a une telle pression une telle pression populaire que le gouvernement est sensible quand même à cette pression, on le sent. Et même si on a un gouvernement, à l'époque, c'est le président du Conseil, c'est Aristide Briand, qui était un Dreyfusard célèbre, mais qui est un petit peu, oui, qui a été rapidement traité de renégat par les syndicalistes, car il a effectivement au pouvoir, avec Clémenceau, ils ont oublié les grands principes de leur jeunesse, j'allais dire, et ils vont faire tirer sur la foule dans des mouvements de grève dans le nord de la France, et ils vont réprimer un mouvement syndical très important qui se déroule en octobre 1910, à savoir la grève des cheminots qui paralyse la France et qui va également compter dans l'affaire Durand parce qu'au moment où les jurés vont prononcer, où la cour d'assises va condamner à mort Durand, la France est totalement paralysée par cette grève des cheminots, avec la hantise du syndicaliste, le couteau entre les dents, avec la peur de l'anarchiste, avec une psychose de la bourgeoisie à l'égard de tous les mouvements sociaux. Et puis, donc, le gouvernement va très rapidement, là aussi, c'est assez étonnant, ouvrir une porte pour une révision du procès. Ça se décide grâce à l'avocat Paul Meunier qui se bagarre dans ce sens et va ouvrir la porte de la révision. Et puis, l'administration pénitentiaire va rapidement également faire savoir que les signes chez ce prisonnier Jules Durand sont inquiétants. La santé mentale semble avoir été altérée. Il faut dire que Jules Durand est dans le quartier des condamnés à mort, fer aux pieds, fer aux mains, cagoule sur la tête, sans possibilité, avec un courrier par mois, sans possibilité de contact avec l'extérieur, en dehors de son avocat qui vient assez peu le voir. Bref, mobilisation jusqu'au 31 décembre de la même année, où les syndicalistes, les politiques vont obtenir une première victoire, mais c'est une victoire bâtarde, c'est ainsi que les syndicalistes la qualifieront, puisque le président Fallières va prononcer une grâce partielle en commuant la peine de mort, la peine capitale, en 7 ans de travaux forcés. Et donc, pour Durand, ça ne change pas grand-chose. Il est toujours à la prison Bonne Nouvelle de Rouen, mais il va quitter quand même le quartier des condamnés à mort avec ce régime très, très, très dur. Et il va changer de cellule et il va rejoindre les bataillons qui doivent partir au bagne. Ça ne change pas vraiment, son sort, mais ça, quand même, ça permet notamment à sa famille de se dire que la décapitation de Durand n'interviendra pas sur une place publique de Rouen, comme ça avait été annoncé et comme c'était l'angoisse et de Durand et de sa famille pendant toute cette période. Et puis là aussi, les choses vont aller assez vite, puisque nous sommes donc en décembre pour la grâce partielle. Et suite à cette mobilisation, c'est le 15 février, il y a aujourd'hui 110 ans, comme le rappelait Patrick, finalement, le gouvernement va céder et va, notamment pour cette raison de santé, sachant que Jules Durand présente des signes de démence, va utiliser cet argument pour dire, puisque la révision est lancée,
puisqu'il a des véritables problèmes de santé, puisque un nouveau procès devra avoir lieu, on va le libérer. Et là, il y a une scène extraordinaire. C'est d'abord Durand refuse quand le directeur de la maison d'arrêt lui dit « Durand, vous êtes libre ». Il dit « J'y crois pas ». Et il refuse de sortir de sa cellule. Il exige que son père vienne le chercher. Donc, on fait appel au père, au vieux Gustave Durand, qui a toujours soutenu son fils. On a des très belles lettres entre eux, qui se déplace, c'était pas simple à l'époque, qui se déplace à Rouen et qui vient chercher, accompagné d'un journaliste de l'Humanité et bien sûr de quelques syndicalistes, de fidèles syndicalistes havrais. Ils viennent chercher Durand. Durand rentre au Havre en train. Et il arrive, et au Havre, c'est quasiment la fête nationale. Tout le conseil municipal est là, avec les écharpes, la fanfare. On porte en triomphe le syndicaliste jusqu'à Franklin. Il y a 3000 personnes dans la salle et quasiment autant à l'extérieur, avec des porte-voix qui transmettent les informations. On a, comme dans tous ces meetings, des prises de parole, notamment de l'avocat qui s'est beaucoup bagarré, notamment du représentant de la Ligue des droits de l'homme, et puis du représentant de l'union locale. Et on donne la parole à Durand, qui est blafard, qui est ébloui, on le voit sur cette photo, qui a complètement changé en 9 mois de temps, puisqu'il a une tête de bagnard. Il prend la parole et il a une parole extraordinaire qui sera sa dernière parole publique, parce que la CGT a prévu de le faire entendre dans de nombreux meetings, notamment à Paris très vite, mais il va par la suite sombrer dans la folie et il ne pourra plus tenir meeting. Donc sa première parole publique après sa libération et sa dernière est assez étonnante et a complètement désarçonné les syndicalistes. Il a dit, dans un silence total, il a dit « Camarades, aimez-vous les uns les autres ». Et là, on imagine les syndicalistes un peu désarçonnés qui ont dit « Le camarade Durand est très fatigué, il va rejoindre sa famille et bien sûr, toute cette mobilisation va se poursuivre jusqu'à ce qu'il soit déclaré innocent. Mais Durand va passer 4 semaines chez lui, quai de Saône, parmi sa famille, avec sa compagne. Il va découvrir sa fille, parce que c'est une séquence temps extraordinaire. Cette fille a été conçue sur les barricades au mois de juillet ou au mois d'août et elle naît au mois de mars au moment de sa libération. Là aussi, on a quelque chose d'assez étonnant, mais il ne va pas reconnaître cette fille. Il va commencer à s'auto-mutiler, à brûler des meubles et à s'en prendre à ses proches et à lui-même. Et son père, en désespoir de cause, va être obligé de le ramener à l'asile. Asile d'abord au Havre, bien sûr, mais ensuite au Catmar, sur la région rouennaise, et asile qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort en 1926, sans savoir, encore une fois, que pour sa cause, beaucoup de gens se bagarrent, que Jaurès continue à multiplier les éditoriaux, que la CGT continue la mobilisation, que la Ligue des droits de l'homme continue également son travail, mais il n'en sait rien, il n'en saura rien, et il mourra au cabanon des indigents, totalement abandonné par la justice, par la République, et tout ce qui s'ensuit. Alors ça, on a quasiment terminé ce périple judiciaire. Je ne rentrerai pas dans les détails tout de suite, mais ensuite, on a effectivement, en août 1912, un arrêt de la Cour de cassation très important qui, sur la base de la rétractation de plusieurs faux témoins, dit il y a nécessité, casse le jugement de cour d'assises de Rouen et renvoie, c'est normalement la procédure, renvoie sur une autre cour d'assises pour qu'il soit à nouveau jugé. Sauf que Durand est fou et on ne juge pas les fous. Et donc là va commencer un imbroglio judiciaire qui a été très très difficile, même pour le magistrat que je suis, à essayer de démêler.
pourquoi entre 2012, là où on casse l'arrêt de Rouen, et 2018, là où on innocente finalement Jules Durand, pourquoi la Cour de cassation a dû intervenir à 6 reprises, pourquoi il a fallu tant d'énergie aux avocats, tant d'énergie aux députés qui se sont souvent penchés sur l'affaire Durand. On a je l'indique dans le livre, on a des débats parlementaires sur l'affaire Durand très, très animés. C'est assez intéressant. Et on s'aperçoit d'ailleurs à travers ces débats parlementaires que le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui bloque, c'est la justice. C'est véritablement, et j'expliquerai pourquoi c'est un crime judiciaire tout à l'heure, c'est la justice qui a fait preuve donc de partialité et de justice de classe dès le début, mais qui encore en 1912, en 1913, en 1917 va multiplier les tergiversations, va notamment demander des expertises parce que certains affirmaient que Durand simulait la folie, alors on l'a envoyé à Sainte-Anne à Paris auprès des plus grands experts. Enfin bref, il y a eu toute une série de péripéties jusqu'au 18 juin 1918, dans l'indifférence et l'anonymat le plus total, parce qu'il faut se souvenir qu'en juin 1918, la France est toujours en guerre, les esprits sont bien sûr ailleurs sur le front, Coty est officier dans l'armée, et les camarades de Durand, les camarades syndicalistes, sont soit dans les tranchées, soit morts au combat. Les journalistes ne sont plus là, tout le monde s'en moque. Et finalement, la Cour de cassation euh, innocente Durand, définitivement. Là encore, sa compagne n'est pas présente. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas marié et on ne fait pas citer une femme qui n'a pas de lien d'état civil établi avec l'accusé. Son père est décédé, sa mère est également malade, donc personne n'est là, les journalistes ne sont pas là, il est innocenté dans l'indifférence générale. Et bien sûr, Jaurès n'est pas là, parce que Jaurès a été assassiné en 14. Voilà un petit peu très vite retracé les actes de cette tragédie. Je vais peut-être laisser la parole un peu à Eric Baudeux. J'ai été très bavard. Je reprendrai la parole tout à l'heure, mais peut-être effectivement, Eric, c'est intéressant d'avoir l'éclairage de l'avocat que tu es, de l'avocat militant que tu es, sur l'intervention de Coty dans cette affaire. Oui, merci Marc pour avoir retracé. Je veux dire, à chaque fois que je t'écoute ou que je te lis, remonte vers moi un certain nombre de souvenirs tout à fait prégnants, car je dois dire que j'ai découvert l'affaire Jules Durand avant de faire partie de cette association des Amis Jules Durand, et évidemment avant d'avoir lu ton ouvrage, par un ouvrage assez romancé peut-être, qui est Les Quais de la colère, d'un journaliste et écrivain qui s'appelle Monsieur Philippe Fuet, je crois. Excellent ouvrage. Et j'avais fait à l'époque, j'avais acheté un peu par hasard ce livre, qui est de 2005, et j'avais fait à l'époque une relation parce qu'il citait pas mal dans son livre, évidemment, Armand Salacrou, qui a écrit cette pièce qui a été jouée d'ailleurs au Havre un certain nombre de fois, je crois, il y a peu de temps maintenant, qui s'appelait Boulevard Durand et qui donc relate un certain nombre des extraits des débats, peut-être judiciaires, qui se sont tenus. Et j'avoue qu'Armand Salacrou, ça résonnait dans mon oreille, puisque quand j'allais en vacances chez mes grands-parents en Normandie, à Vieux-Port, très exactement, au bord de la Seine, et je sais qu'Armand Salacrou avait une maison là, et il avait peut-être écrit une partie de la pièce à Vieux-Port. Alors, pour être plus sérieux, ce qui m'intéresse, tout m'intéresse dans l'ouvrage sur le crime judiciaire. Je me suis interrogé, avant de m'interroger sur la défense proprement dite, qui effectivement, je ne suis pas un avocat d'assises, j'ai quand même plaidé aux assises un certain nombre de fois. J'étais surtout avocat travailliste, puisque maintenant je ne suis plus qu'avocat honoraire, ce qui est un titre tout à fait agréable.
et je suis maintenant médiateur. Donc, je vois les choses peut-être sous un œil un peu différent. Et je me suis intéressé donc à la défense, effectivement, ou une défense un peu particulière, finalement un peu absente en quelque sorte, ou un choix peut-être assez trouble qui a été fait pour défendre Jules Durand. Je me suis intéressé évidemment à son avocat, que je ne connaissais à travers finalement que la présidence de la République, puisque c'était, sauf erreur de ma part, le dernier président de la République, de la 4e République. Donc un président non élu, évidemment, puisque à l'époque, il était désigné par ses pairs et sans grand pouvoir. En revanche, l'avocat, lorsqu'il a été appelé à défendre Durand, normalement dispose, même à l'époque, disposait quand même d'un certain nombre de pouvoirs, de leviers, peut-être pour faire changer le cours de l'histoire. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Et je crois qu'il faut s'arrêter un peu, comme tu le fais d'ailleurs dans ton livre, très bien, avec très précisément, un peu sur le profil, d'abord de René Coty. René Coty, quand il est choisi, et tu le rappelles, il n'a pas été commis d'office, il a été choisi, on ne sait pas par qui. Est-ce que c'est par le syndicat lui-même ou ses camarades syndicalistes? On peut peut-être en douter. Ou est-ce que c'est plus par les relations de la municipalité, puisqu'on s'aperçoit aussi que les autres avocats dont je vais parler dans quelques instants, qui ont eu une autre défense que celle qui a été celle de Coty. Les autres avocats, il y en a un qui est du conseil municipal, Maître Hennequin, qui va défendre les frères Boyer, et le résultat est là. Les frères Boyer ont été, sauf erreur de ma part, acquittés lors de cette audience. Alors, en ce qui concerne René Coty, bon, c'est un jeune homme, il a 28 ans, au moment où il accepte de défendre sur le plan pénal Jules Durand. Il a 28 ans et c'est un jeune de la bourgeoisie, havraise, et avec des liens assez ténus avec quand même le monde des armateurs, puisque, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, son beau-père a créé la compagnie, non pas Générale Transatlantique, mais une compagnie transatlantique qui possède un certain nombre de navires et qui pèse depuis un certain temps lourd, j'allais dire, dans la vie économique du Havre. Parce que ce qui est frappant, c'est que donc il accepte, malgré cette, on pourrait penser qu'il est quand même plutôt du côté des patrons que du côté des ouvriers, des ouvriers syndicalistes et des charbonniers. Il accepte de défendre Jules Durand, sans doute très enthousiaste, etc., pensant peut-être dès le départ naïvement qu'il va y arriver, que finalement son client est poursuivi sur la base d'une simple complicité et qu'il est exclu, et ça on le voit dans ton ouvrage, qu'il est exclu dans sa tête que, en définitive, celui-ci risque la peine capitale. Donc il n'a pas envisagé, me semble-t-il, à la base, le risque qui était encouru par Jules Durand, parce que derrière tout cela, il ne voyait pas, j'allais dire la machination, en tout cas la trame sociale qu'il y avait derrière, l'enjeu social qui était derrière, puisqu'il n'était pas un avocat, j'allais dire, engagé dans les luttes sociales, dans les combats sociaux. Peut-être que c'était d'ailleurs la majeure partie des confrères qui étaient comme ça, les avocats travaillistes à l'époque. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, il n'y en avait peut-être pas. Et comme me le rappelait à juste titre Patrick Lemoal, ancien inspecteur du travail, sauf erreur de ma part, comme toi Marc, eh bien, il me le rappelait, en fait, le monde syndical, et alors là encore tout jeune en ce qui concerne les charbonniers du port du Havre, le monde syndical, le côté droit, juridique, la lutte pour les droits, ce n'était pas leur préoccupation première. Sans doute la lutte pour les droits, oui, mais en tout cas le combat juridique, l'utilisation des règles de droit, de la loi, des tribunaux, etc., n'était absolument pas ancré à l'époque dans la pensée des syndicalistes. Je dois le dire très sincèrement que, moi j'ai quand même travaillé pendant 30 ans avec les syndicalistes, notamment les syndicalistes du Havre. C'est vrai que les premières années où j'ai développé une activité en droit social pour les syndicats, cette idée-là n'était pas encore complètement ancrée. Je l'ai constaté personnellement. Et ça s'est développé, par contre, très, très vite. À partir des années 90, on a effectivement fait monter en puissance le combat juridique
en disant que les greffes ne suffisaient pas, il fallait aussi un support et une lutte devant les tribunaux pour essayer d'obtenir ses droits. Alors, pour René Coty, pour faire vite, René Coty, il n'a pas développé une défense, j'allais dire, avec un support de lutte sociale derrière. Il a développé une défense pénale et même assez inexpérimentée, puisqu'en fait, c'était la première fois qu'il plaidait et la dernière fois qu'il allait plaider aux assises, inexpérimentée sur le plan pénal, puisque, tu le rappelais, Marc, tout à l'heure, sur le plan de l'instruction, certes, les avocats avaient très peu de droits à l'époque à l'instruction, mais il est singulièrement absent. Même les confrontations, j'ai cru comprendre, par les recherches que tu as pu faire, qu'aux confrontations, il ne vient pas, il n'assiste pas. Il n'écrit que très peu au juge d'instruction, et il va, et ça m'a frappé aussi, déposer une demande, la seule demande de mise en liberté provisoire qu'il va déposer, ce n'est pas juste après l'arrestation de Jules Durand ou quelques jours après, mais ça va être pratiquement à la fin de l'instruction. Éclair, certes, mais à la fin de l'instruction, c'est-à-dire au bout d'un mois. Bon, ça, un avocat pénaliste, même qui ne s'inscrit pas dans les luttes sociales, il aurait fait ça s'il avait été expérimenté en droit pénal, un avocat d'assises. La première chose à laquelle il pense, c'est déposer une demande de mise en liberté pour marquer le coup, pour dire il est innocent, je ne suis pas d'accord, et voilà. Donc ça n'a pas été fait, et finalement, cette inexpérience, on la retrouve après, puisqu'il ne va pas faire, tu le rappelais tout à l'heure dans ce que tu disais, il ne va pas faire appel de l'arrêt de ce qu'on appelait à l'époque, non pas la chambre d'accusation, mais la chambre des mises en accusation. Ça, c'est quand même peut-être un peu dommage. Pas de pourvoi en cassation, etc. Donc, il n'utilise pas les voies légales qui sont certes assez faibles, mais qui sont quand même à disposition des avocats pour défendre son client. Et ensuite, eh bien, il va, j'allais dire, mettre tout le paquet sur sa plaidoirie. Mais là, on retrouve un René Coty de la bourgeoisie, modéré, et finalement, c'est assez caractéristique, à la fin de sa défense, il dit, j'ai noté ça dans ton ouvrage, il fait un peu, il se met du côté du pouvoir. Et il dit, si vous condamnez un innocent, eh bien, c'est comme ça que les syndicalistes vont se réveiller. Et s'il est innocenté, s'il est condamné, par contre, eh bien, vous aurez les syndicalistes sur le dos pendant des années et des années. Donc, c'est quand même assez pitoyable de voir que la défense qui a été finalement développée, on dirait c'est facile de critiquer plusieurs années plus tard, et quand on n'a pas entendu, mais on peut aller sur un site pour lire la plaidoirie qu'il a faite, une plaidoirie archi classique, avec le petit refrain où on essaye d'apitoyer un peu les jurés. Il faut savoir au passage aussi, et tu le rappelles dans ton ouvrage, que les jurés oui, je vais en parler. Sont tous des notables de la ville de Rouen ou de ses alentours. J'ai même reconnu des noms parmi eux, donc de grandes familles bourgeoises de la ville de Rouen. Donc, c'est quand même assez caractéristique. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport à la défense de Coty, c'est qu'il faut quand même la mettre en comparaison avec l'autre défense, les autres défenses qui ont été faites. D'abord, la défense par Hennequin, avocat de gauche, qui a défendu, et donc déjà rompu, je pense, à la défense sociale. Il a défendu les frères Boyer avec le résultat qu'on connaît, qui ont été acquittés. Il a défendu aussi d'autres syndicalistes, mais qui étaient partie prenante de la RIX en question, alors que Jules Durand, on a dit qu'il était l'instigateur. Il n'y avait absolument aucune preuve de quelque nature que ce soit. Tous les témoins qui ont été d'ailleurs entendus le confirment. René Coty n'a pas su en tirer parti, mais je veux surtout comparer avec le maître Braque, que j'ai découvert dans ton ouvrage. Maître Braque, c'est l'avocat de la veuve de la victime, de M. Donget, qui a été tué au cours de cette rixe. Et ben, l'avocat qui plaide le plus, j'allais dire, pour la cause de Jules Durand, paradoxalement, c'est l'avocat de la partie civile victime qui demande une indemnisation. Et il la demande, en fait, cette indemnisation, il veut la demander aussi bien à l'employeur, la compagnie transatlantique,
qu'au syndicat. Et il essaye de poser, il harcèle d'ailleurs, il pose même des questions écrites au cours de l'audience, il harcèle la cour d'assises de questions. Dans sa plaidoirie, il reprend le thème, il dit mais quel a été véritablement le rôle de l'employeur dans cette histoire-là? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une connivence? Il pose pratiquement le problème tel qu'il s'est présenté, une connivence entre la compagnie transatlantique et puis notamment les charbonniers qui sont les témoins clés de l'accusation. Je termine en disant que là où Coty a failli, peut-être aussi d'ailleurs les autres confrères qui ont plaidé lors de cette audience, c'est que c'est très bien décrit dans ton ouvrage, c'est l'arrivée des 10 témoins charbonniers qui sont sapés, l'expression est employée, m'apparaît parfaite, ils sont sapés comme des milords, tu as dit vêtus, c'est moi qui dis sapés, mais comme des milords, pratiquement en costume de cérémonie, un peu la photo de gauche finalement de Jules Durand sur ton ouvrage. Et puis en face, il y a la photo de droite, c'est-à-dire les charbonniers qui sont quasiment en haillons, en tout cas noirs, parce qu'ils travaillent dans le charbon, ils n'ont peut-être pas une seconde tenue de cérémonie pour se présenter devant la cour d'assises. Même ça a peut-être choqué les avocats qui étaient présents, mais aucun d'entre eux n'a relevé la présentation qui était faite dans la justice, cette espèce de caricature entre les témoins de l'accusation et puis ceux qui venaient témoigner en faveur de Jules Durand. Je trouve que là, c'est une photographie qu'on aurait dû avoir s'il y avait eu un appareil photo à l'époque et qui montre véritablement ce que c'est qu'un crime judiciaire, comment on présente les choses. Voilà ce que je voulais dire, surtout sur la défense. Mais Marc, là, ce que je voudrais, c'est que tu précises comment, dans ce procès, parce qu'il y a ce que n'a pas fait l'avocat, mais il y a aussi la façon dont les témoignages qui disculpaient Jules Durand ont été complètement écartés tout le long de la procédure, ce qui est quand même un truc… Oui, ça c'est important parce que j'ai un peu travaillé sur d'où viennent les erreurs judiciaires en général. Et on sait que la plupart des erreurs judiciaires viennent de deux causes principales. La première cause, c'est des aveux d'un prévenu ou d'un accusé qui est psychologiquement fragile, qu'on attache au radiateur et qui finalement, et après une justice qui assez peu lucide se laisse embarquer, etc. Là, c'est la première cause. Et la deuxième cause, c'est effectivement, on va dire pour faire simple, la bavure policière, soit un policier qui oublie une preuve ou délibérément, ou qui est négligent, ou qui en rajoute une. Bon, bref. Dans l'affaire Durand, bien sûr, il n'y a pas d'aveu. Durand a toujours dit « je suis complètement innocent de cela », et des notables du Havre sont venus dire que Durand était un syndicaliste déterminé, connu pour être un révolutionnaire, membre de la Ligue des droits de l'homme, buveur d'eau, qui allait suivre des cours du soir à la Bourse du Travail, mais qui n'était pas un violent. Il était, par exemple, assez sensible aux thèses anarcho-syndicalistes de la CGT naissante de l'époque, mais pour autant, il a, contrairement à d'autres, il n'a pas souhaité se lancer dans des initiatives de sabotage, par exemple. Il n'a pas, et il était plutôt repéré comme ça par le maire du Havre, notamment par le député du Havre, qui était un député de droite, Jules Siegfried, qui aura un rôle important par la suite, et qui pourront témoigner de cela. Eh bien, Durand, alors pourquoi je disais ça? J'ai un peu perdu le fil de mon les témoignages qu'il discutait ont été systématiquement écartés. Voilà. Et le témoignage capital du procès et qui n'a absolument pas été exploité par René Coty, et ça c'est de mon point de vue une faute majeure, et quand des avocats examinent, notamment Henri Leclerc, qui a préfacé mon bouquin, examine un petit peu
le déroulement de ce procès, c'est caricatural. Il faut imaginer, vient à la barre un témoin à décharge qui est le chef de la police du Havre, le commissaire Henry, qui pose ses deux mains sur la barre et qui prête serment, bien sûr, comme tous les témoins, et qui indique qu'il a, en tant que responsable de la sécurité du port du Havre, il a des mouchards sur le port qui assistent à toutes les assemblées générales de grévistes, qui traînent dans les bars pour écouter ce qui se dit, etc. Et qu'à aucun moment, pendant la période de juillet-août 1910, au moment des tensions et de la grève, jamais l'information ne lui est remontée selon laquelle Jules Durand et les frères Boyer auraient appelé au meurtre ou même appelé à des violences. C'est vrai qu'en France, on a des exemples de chasse au renard. Et d'ailleurs, la presse locale, qui était très à charge et qui était financée par les employeurs de la place, va insuffler quotidiennement pendant toute l'affaire le fait que les syndicalistes en général sont responsables de tout ça parce qu'ils pratiquent la chasse au renard, etc. Mais Durand n'était pas de cela. Et le chef de la police va dire à la barre, là, manifestement, Marc a une petite difficulté technique. Voilà, te revoilà, Marc. ah, Tu as vous été m'aviez coupé. perdu? Oui, on t'avait perdu. Donc, tu en étais au moment où le chef de la police arrive à la barre. Alors, le chef de la police va dire à la barre ce qu'il a déjà écrit au juge d'instruction, mais qui n'a pas dû dans le cadre de l'instruction. Il va dire, nous avons des mouchards sur le port qui assistent aux assemblées générales, qui traînent dans les bars, qui qui sont à l'écoute, et jamais aucune information n'est remontée selon lesquelles Jules Durand ou les frères Boyer auraient appelé au meurtre ou même appelé à des violences. Il n'était pas un syndicaliste de ce type-là. Et Coty ne va pas lui poser une seule question. Or, un avocat pénaliste, lorsqu'il a un témoin comme ça n'arrive jamais d'ailleurs dans les affaires actuelles, mais quand on a un témoin comme ça à la barre, le but de l'avocat pénaliste, c'est qu'on y passe une heure, qu'on revienne dans tous les détails, qu'on parle de Durand comme un syndicaliste modéré, qui tient ses troupes, etc., etc. Pas une seule question. Et donc, le président de la cour d'assises, qui, on le voit, est très à charge, c'est son premier procès, il a une telle pression qu'il se met la pression et il veut que ce procès se termine bien. Et se terminer bien, c'est qu'il y ait un exemple, et ce sera Durand, ne va pas lui poser non plus de questions. Et finalement, ce témoignage va tomber à plat. Or, il est capital. Jamais dans une affaire judiciaire, Oui. l'accusation. Là, on a quelques petits ratés. Voilà. Oui, parce que là, c'est en fait la police qui témoigne en faveur de Jules Durand, ce qui est quand même bon. En face donc de la dizaine de faux témoignages d'ouvriers charbonniers. Est-ce qu'on va retrouver Marc? Probablement, mais alors, mais tu peux ajouter deux mots, Eric, pendant que Marc se reconnecte. Il faut que tu actives le son parce qu'autrement, on ne t'entend pas. En bas à gauche. Alors, Oui, là c'est bon, là. oui. Oui, ça va le faire revenir, j'espère, parce que l'audience, elle était extraordinaire. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être exploité par un avocat rompu aux pratiques ne l'a pas été par le défenseur de Durand. Alors que
les autres avocats, pour la défense des frères Boyer, pour la constitution de partie civile de la victime, ils ont vraiment fait leur travail et à fond. Mais on sent, par exemple, par rapport au travail de Maître Braque qui intervient pour la partie civile, on sent qu'il y a une résistance de l'institution judiciaire, c'est-à-dire de la cour d'assises composée par notamment les magistrats professionnels. Et que là, comme Marc parlait de l'audition du commissaire de police, qui aurait dû être utilisée à fond parce qu'il n'a cessé de clamer en quelque sorte l'innocence de Durand, que ce soit au juge d'instruction. Ah, le voilà. Oui, non, mais je t'écoute. Non, mais au contraire, reprendre, parce que tu es bien plus qualifié que moi. Donc, oui, donc ça, c'est un des éléments caricaturaux. L'autre élément qu'il faut avoir en tête également, c'est qu'à l'époque, la cour d'assises était composée de jurés qui n'étaient pas comme aujourd'hui tirés au sort, mais qui étaient composés de notables, uniquement des hommes, et des notables choisis par le préfet. Et donc, et puis, l'autre particularité, c'est que contrairement à ce qui se passe aujourd'hui aussi, ces jurés se retiraient seuls à la fin du procès pour répondre à 2 questions sur chacun des accusés. Est-il coupable de ce qu'on l'accuse, hein, c'est-à-dire Durand notamment, est-ce qu'il est coupable de complicité d'assassinat? Je rappelle que l'assassinat, c'est un meurtre qui est prémédité, hein, et ce n'est pas un hasard si le procureur général et le juge d'instruction ont retenu cette qualification, parce que pour aller chercher un syndicaliste qui est dans son lit au moment de la rixe et qui est quelqu'un de modéré, buveur d'eau et responsable, il faut retenir une qualification qui permette d'aller chercher un commanditaire. Et l'assassinat et la complicité d'assassinat étaient effectivement le stratagème que la justice a retenu pour faire cet exemple. Et donc, les jurés se retirent seuls et vont répondre à la question est-ce qu'il est coupable? Et si on dit oui, est-ce qu'il est coupable? On doit répondre aussi à la question est-ce qu'il a des circonstances atténuantes? Et les jurés vont être un peu perdus, vont faire un tri, vont innocenter les frères Boyer, sur lesquels l'accusation était un peu plus floue, et vont retenir des circonstances atténuantes que pour les ouvriers qui avaient frappé la victime, parce qu'ils étaient ivres, ils étaient comment dire, un peu ignares de tout ça, très faibles, un peu faibles d'esprit, etc. Alors que Durand, c'est l'intellectuel de la bande, c'est le syndicaliste, c'est le leader, c'est le secrétaire. Et donc, les jurés vont dire qu'il faut être plus sévère pour la tête pensante de cet assassinat. Et ils ne vont pas retenir les circonstances atténuantes pour Durand. Et ils vont revenir devant les juges professionnels avec leurs réponses aux questions. Et les juges professionnels vont simplement appliquer la loi. Quand on est reconnu coupable d'assassinat ou de complicité d'assassinat sans circonstances atténuantes, c'est la peine de mort. Et c'est pour ça qu'il y a le prononcé de cette peine capitale qui va sidérer tout le monde, y compris les jurés qui n'avaient pas compris la question. Ça, si un jour il y a un film, et je le souhaite, qu'il y ait un film sur cette affaire, parce qu'il y a tout du drame cinématographique, il y aura une scène extraordinaire où, une fois que le président a dit à Durand qu'il aurait la tête coupée sur une place publique de Rouen, les jurés se sont retournés complètement surpris vers le président en disant on n'avait pas compris que la sentence serait celle-ci. Et vont signer dans la foulée, on a ce document, on a peu de documents sur l'affaire Durand, mais on a ce document, vont signer dans la foulée une lettre au président de la République en disant nous nous sommes trompés nous nous sommes mépris sur l'enjeu de ce procès et nous vous demandons nous pensions que serait prononcée une peine de 15 ans de travaux forcés. Et donc la justice va transmettre ça
à la chancellerie et au président de la République. Mais ça aussi, c'est quelque chose, quand on dit que Durand a multiplié les malchances et que la justice a été pour Durand d'une cruauté, d'une sévérité sans nom, ça en fait partie. Ça en fait partie. Alors, oui, vas-y, Patrick. Ce qui serait peut-être bien, c'est de revenir un peu. Il y a une ou deux questions, mais avant de les aborder, ce serait que vous reveniez un peu sur ce qui explique. Bon, là, on a vu comment le crime judiciaire s'est tramé, en fait, hein, et s'est construit. Mais qu'est-ce qui explique l'oubli? Alors, ton livre est tout à fait passionnant là-dessus. C'est comment toutes les pièces ont disparu. Il y a une espèce de chape de plomb qui a tout fait disparaître sur cette histoire. Et je pense que c'est important d'en dire quelques mots et d'essayer d'expliquer pourquoi. Oui, alors quand avec l'association des Amis de Jules Durand, que Éric Baudeux citait tout à l'heure, hein, j'ai participé en 2012 à la création de cette association qui a toujours d'ailleurs pour objectif de promouvoir, hein, tous les travaux de recherche sur l'affaire Durand. On a bien entendu, on s'est précipité aux archives. Et je me souviens de ma grande surprise quand je suis allé aux archives départementales de Rouen, où on laissait entendre que le dossier d'instruction de l'affaire Durand avait soit brûlé pendant les bombardements, soit disparu dans les inondations, etc. Pas du tout. Tous les dossiers, on m'a amené une caisse poussiéreuse de 1910 avec des ficelles. J'ai ouvert tout ça et tous les dossiers jugés par la cour d'assises de Rouen en 1910 sont là, plus ou moins en bon état, mais ils sont là. Sauf le dossier Durand dans lequel on a juste l'arrêt de la Cour de cassation qui a été recopié à la main par un greffier de l'époque et qui en a fait une copie pour la Cour d'appel. Donc le dossier n'est plus là où il aurait dû être. Et donc on a cherché, j'ai beaucoup cherché, j'ai essayé au ministère de la Justice, à la Cour de cassation, le conservateur de la Cour de cassation, l'archiviste du ministère de la Justice, aucun dossier. Le dossier a disparu. Et puis des copains ont cherché également les traces du dossier médical, à la fois au Havre, mais surtout à l'hôpital psychiatrique des Quatre-Mares, à Sotteville, et puis à l'hôpital Sainte-Anne où il avait été expertisé. Tous les dossiers médicaux ont disparu, pas une trace. Et là, on s'est dit, et c'est une des hypothèses que j'ai, mais j'ai aucune preuve, qui avait intérêt à ce que tous ces dossiers disparaissent? À qui profite le crime? Et le crime, il profite à ceux qui n'ont pas été poursuivis. Ça, c'est mon hypothèse. Qui n'a pas été poursuivi dans cette affaire? La Compagnie Générale Transatlantique, qui est à l'origine de la machination patronale. On a des noms, hein, on a notamment le sieur Ducrot, qui était à la tête de l'agence havraise de la Compagnie Générale Transatlantique, qui est l'auteur de la machination, qui a soudoyé la dizaine d'ouvriers charbonniers pour accuser à tort Jules Durand. Toutes ces personnes, Ducrot, les dix faux témoins n'ont pas été poursuivis. Et l'hypothèse que j'ai en tant que magistrat, c'est que s'il y avait la volonté de poursuivre, ça c'est déjà une première question, y avait-il la volonté de poursuivre les auteurs de la machination une fois qu'on innocentait Durand? Point d'interrogation. Mais s'il y avait cette volonté, pour poursuivre des faux témoins, il faut avoir leur procès-verbaux signé, original, signature originale. Or, on n'avait plus ces dossiers. Et effectivement, quand on dit crime judiciaire, pourquoi on parle de crime judiciaire? Moi, au début, en tant que magistrat, j'avais un peu de mal avec cette appellation. C'est une expression qu'on retrouve dans les affiches de la CGT de l'époque, qu'on retrouve dans les plaidoiries. Les avocats ont le verbe plus facile que nous, magistrats, et on parlait de crime judiciaire. La Ligue des droits de l'homme également utilisait ce mot.
Et quand je me suis emparé entre guillemets de l'affaire Durand, je me suis dit, est-ce qu'on peut véritablement parler de crime judiciaire et est-ce que ce n'est pas une facilité de langage, etc. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'effectivement, c'est un crime judiciaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation, un acharnement extraordinaire et une accumulation de quoi? On a d'abord le fait de condamner un innocent, ça c'est l'erreur judiciaire, classique, je veux dire. Mais l'absence de poursuite à l'égard des complotistes, hein, des gens qui ont organisé cette machination, ce côté impunité des principaux auteurs de cette machination qui se double de la condamnation d'un innocent, ça c'est véritablement tellement unique, tellement caricatural qu'on peut alors parler de crime judiciaire. Voilà un petit peu pourquoi, effectivement, il faut toujours mettre des guillemets quand on parle de l'affaire Durand en parlant de l'erreur judiciaire. Et c'est le sous-titre de mon livre, Quand l'erreur judiciaire devient crime. Ça veut un petit peu symboliser, ou en tout cas signifier à la fois mon cheminement, mais également le déroulement de cette affaire qui doit rester dans les mémoires. Alors là, on va parler plus tard de pourquoi ça ne l'est pas resté, pourquoi il est important aujourd'hui de porter cette mémoire qui a failli disparaître. Hein. Éric Baudieu parlait de Salacrou. Heureusement qu'il y a eu Salacrou. C'est une sorte de fulgurance comme ça, de flamme dans les années 60, où l'affaire Durand ne faisait plus parler personne. Et il a réveillé un tout petit peu la mémoire intellectuelle, la mémoire artistique, la mémoire ouvrière. Ensuite, il y a eu encore un grand moment de silence. Et puis ensuite, les amis de Jules Durand ont eu ce rôle de sursaut citoyen. Et on est allé, on a tenté de convaincre un certain nombre de journalistes de travailler sur le sujet. Il y a eu des beaux articles. Et puis, parmi les questions, on nous interroge sur y a-t-il des lieux qui portent cette mémoire? Oui, aujourd'hui, il y a des lieux qui portent cette mémoire. Il y a notamment un amphithéâtre Jules Durand à l'Université du Havre. C'est pas rien. Il y a les élèves qui vont en cours de droit se donnent rendez-vous à l'amphi Jules Durand. C'est quand même assez symbolique. Il y a une salle Jules Durand au tribunal du Havre qui a été refusée. Ça aussi, ça a compté dans ma motivation à une certaine époque. Il y a une plaque sur l'hôpital psychiatrique de Sotteville et il y a un square Jules Durand à Paris, inauguré par Christiane Taubira et la maire du 14e arrondissement de Paris, un square Jules Durand à Paris, à proximité de l'hôpital Sainte-Anne, pas loin du boulevard Jaurès et de l'avenue René Coty. Éric. Eric, tu avais quelques mots à ajouter sur cette espèce de comment dirais-je, d'effacement historique de cette histoire. Il y a eu plusieurs questions. La première question était de dire quelques mots sur la compagne de Jules Durand, comment elle s'appelait, comment elle s'est retrouvée dans toute cette histoire-là. Deuxièmement, effectivement, les débats mémoriels dans la CGT, mais aussi au moment de la grève. Hein. Au début, tu as parlé, Marc, des débats qu'il y avait entre l'union locale et le syndicat des charbonniers. Et puis, il y a toutes les questions relatives à l'opportunité de relancer la mécanique pour qu'il y ait une plaque à un endroit à Rouen. Alors, la plaque qui a été posée, je vous la montre, c'est celle qui est le long sur les immeubles du toit familial à Saint-Étienne-du-Rouvray. À l'époque, on avait demandé à la mairie de Rouen, sans succès, on peut relancer tout à fait la mécanique. Hein. Mais sur les autres questions, est-ce que tu peux ou est-ce que vous pouvez dire quelques mots? Alors, quelques mots sur les femmes qui sont effectivement assez absentes de l'affaire Durand, mais on était dans une société très masculine.
Julia, la compagne, alors Jules Durand avait cette particularité qu'il était divorcé au moment où il prend la tête de la grève. Il est divorcé et il est par ailleurs, où il est en cours de divorce, et il est par ailleurs, il fréquente une jeune vendeuse de crevettes qui s'appelle Julia Carouge, mais dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle va donner naissance à une fille, mais qui ne portera jamais le nom de Jules Durand, parce que là aussi, dans la tragédie de Jules Durand, il n'a pas pu reconnaître sa fille, puisque au moment où il sort de prison, il est déjà dans une sorte de démence, et quand on n'a pas toute sa raison, on ne peut pas reconnaître la paternité d'un enfant. Et donc on a attendu en espérant qu'il se sorte de cette maladie mentale, mais le jour n'est jamais venu, et donc il n'avait pas de lien de mariage avec Julia, et la fille de Julia n'a pas été reconnue par son père. Tout ça est effectivement aussi un drame familial, qui est d'ailleurs très bien rappelé par la petite fille de Jules Durand, qui est une amie et à qui j'ai dédicacé le livre. Et si elle nous écoute, je lui fais signe et je la salue. C'est Christiane Delpech, qui raconte qu'elle n'a pas su qu'elle était la fille de Jules Durand jusqu'à l'âge de 15 ans. Il y avait une omerta familiale. Sa mère racontait qu'elle prenait des coups de galoche à l'école dans le quartier des Neiges, parce que elle se faisait traiter de fille de condamnée à mort. Dans l'imaginaire, dans l'opinion publique, la réhabilitation qui s'était passée à Paris dans l'indifférence générale n'a pas été véritablement portée, et pendant très longtemps, l'opinion publique à Brest se disait il n'y a pas de fumée sans feu, il a été condamné à mort, voilà, et ça a été très très dur familialement de se construire avec ces silences, avec ces non-dits. C'est très compliqué, et c'est tout à l'honneur de Christiane Delpech de continuer à porter cette mémoire familiale. Ça, c'était pour les femmes. Sinon, alors ça, c'est un sujet que je maîtrise moins, sur qui, entre les anarchistes et le Parti communiste au Havre, a eu une influence plus ou moins positive, négative. Je ne suis pas très au fait de cette chose. Je sais que ce qui est sûr, c'est qu'il y a un groupe, une corporation, la seule qui a porté la mémoire de Jules Durand de A à Z, c'est-à-dire depuis 1910 jusqu'à aujourd'hui, c'est les dockers du Havre, qui ont un local qui est quasiment un panthéon à la gloire de Jules Durand au foyer des dockers. Là, il faut leur rendre hommage. Alors ensuite, on va dire, est-ce que les dockers sont ont un passé et ont une culture anarcho-syndicaliste, ont pour autant des proximités avec le Parti communiste? Ça, je ne suis pas un spécialiste, mais ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a eu des atermoiements à une époque, aujourd'hui, la mémoire est portée aussi bien par les anarchistes du Havre, que je connais un peu, que par l'union locale et le syndicat des dockers. Voilà ce qu'on peut dire. Oui, j'aurais voulu, sans répondre directement aux questions qui sont rappelées par toi, Patrick, j'aurais voulu revenir sur 2 points. Le premier point, c'est ce que tu disais qui est une chose extraordinaire, moi, je n'ai jamais vu ça, sur les jurés qui disent qu'ils n'avaient pas envisagé de condamner, en prenant cette décision, de condamner Jules Durand à la peine capitale. C'est assez je veux dire, saisissant, vraiment stupéfiant, je dirais même, et surtout parce que, tu le dis dans ton ouvrage, il y avait des dispositions à l'époque du Code d'instruction criminelle qui auraient permis à ce moment-là de mettre un coup d'arrêt au procès tel qu'il était enclenché, et de permettre, et là, la justice quand même a une responsabilité énorme en la personne du président de la cour d'assises,
c'est dommage qu'il n'ait pas eu Marc Edrich comme président de la Cour d'assises, mais c'est une responsabilité énorme qui était, le président pouvait parfaitement, sur la base de l'article 352 du Code d'instruction criminelle que tu rappelles, dire je suspends cette affaire et je renvoie, j'annule la sentence et je renvoie à la prochaine session d'assises. Et là, peut-être qu'on aurait eu d'autres défenseurs, des axes de défense différents, avec des questions qui sont posées, par exemple, au commissaire Henry, des choses comme ça. Donc là, il a vraiment été victime, Jules Durand, aussi d'une incurie, j'allais dire, d'une décision froide du président de la Cour d'assises de dire, malgré tous les jurés, à l'unanimité, ils étaient à l'unanimité de dire qu'ils n'avaient pas compris la sentence. Alors, on n'avait même pas besoin de se dire, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc, il n'a pas pris cette décision. Donc, ça, c'est vraiment délibéré, j'allais dire, de ne pas utiliser les voies légales qui étaient à sa portée, qui ne devaient pas méconnaître, pour pouvoir changer le cours des choses. Et puis, la deuxième chose, pourquoi, Patrick, tu disais, enfin, tu posais la question, les gens posent la question, les personnes qui sont présentes à cette conférence posent la question, c'était pourquoi finalement, après, on n'a pas vraiment entendu parler de cette affaire jusqu'à peut-être Salacrou, j'en sais rien, même peut-être après. Je crois que là aussi, le système judiciaire qui aurait dû quand même s'intéresser de plus près à la réhabilitation de Jules Durand, le système judiciaire n'a pas trouvé mieux que de dire il était victime de cette condamnation à mort, il est devenu fou. On peut quand même relier peut-être le passage d'un état de sain de corps et d'esprit à plus sain du tout parce qu'il a été entravé pendant un mois dans la chambre de la mort, enfin dans l'antichambre de la mort. Ça a pu favoriser évidemment qu'il perde un petit peu toutes ses capacités intellectuelles. Donc il est victime aussi de ça. Il est victime d'une erreur judiciaire, d'une condamnation qui n'aurait jamais dû être prononcée, on aurait dû renvoyer l'affaire. Et ensuite, il est victime de la folie parce que le système judiciaire s'empare de ce moyen-là pour dire ah bah comme il est de toute façon, il est maintenant chez les fous, excusez-moi l'expression, eh bien on ne peut pas juger de sa réhabilitation, en quelque sorte. On peut pas. Il faudra un texte de circonstance, ce que tu racontes dans ton ouvrage, mais ça je le savais, un texte de circonstance pour dire que même si les gens ont perdu la raison, on peut quand même statuer sur une demande de réhabilitation. Donc voilà, quelqu'un qui est non seulement victime à la base, évidemment, d'une machination judiciaire, il n'y a pas d'autre mot en réalité, ce n'est pas une erreur judiciaire, c'est une machination qui a conduit à cette condamnation. Il est victime d'une machination judiciaire et ensuite, parce qu'il est victime d'une machination judiciaire, il ne pourra jamais être réhabilité à raison de son état de santé. Alors, il a fallu changer la loi pour qu'il ait un arrêt, sauf erreur de ma part, déjà où il a été innocenté, dans le silence le plus complet, puisque effectivement c'était la guerre, etc. Mais on ne pourra pas procéder à sa réhabilitation à cause de son état de santé. Après, ça bloquera totalement, jusqu'à sa mort, la possibilité d'envisager la réhabilitation de l'intéressé. C'est quand même terrible. Il faudrait peut-être une loi de circonstance pour le faire maintenant. Ce qui est terrible pour les spécialistes, ceux qui s'intéressent à l'affaire Dreyfus, c'est que pour l'affaire Dreyfus, la Cour de cassation avait été très audacieuse et avait décidé de statuer au fond. Normalement, la Cour de cassation ne statue pas au fond. Elle casse les arrêts lorsqu'il y a des irrégularités et elle renvoie vers une autre juridiction pour juger. Mais la Cour de cassation ne juge pas en tant que telle. Et là, pour l'affaire Dreyfus, les militaires avaient tellement, s'étaient tellement fourvoyés en première instance, comme on appelle la justice militaire, avait été en dessous de tout. Et donc, les juges, les vrais juges, avaient d'ailleurs une certaine envie de donner la leçon à la justice militaire et avait pris la main, avait dit, à titre exceptionnel, la Cour de cassation se considère compétente pour juger au fond, ça suffit comme ça, et on innocente Durand, rien de l'accusation ne tient debout, etc. Or, pour l'affaire Durand, il n'y a pas eu du tout cette audace. Il n'y a pas eu cette audace parce que la Cour de cassation a quelque part couvert ce qu'avaient fait les magistrats de l'ordre judiciaire dans le cadre d'une justice de droit commun. Il n'y avait pas de justice
d'exception, de justice militaire ou autre. C'était une justice de droit commun. Et la Cour de cassation a eu du mal, on s'en aperçoit, à finalement déjuger de précédents jugements rendus par les juges de droit commun. Et il a fallu effectivement que le législateur, là je cherche à être en contact avec le député Lecoq, le député du Havre, pour qu'on organise quelque chose à la Chambre des députés, parce que dans l'affaire Durand, le législateur a eu un rôle très important. C'est-à-dire que voyant l'impasse judiciaire dans laquelle l'affaire était en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, eh bien c'est le député du Havre, pourtant plutôt de droite, plutôt libéral, protestant, humaniste, qui va dire on va changer la loi, puisque la Cour de cassation tourne en rond, on va changer la loi et on va permettre finalement à la Cour de cassation, dans le cas où l'accusé est devenu dément dans le cadre de la procédure de révision, de statuer au fond et d'en finir. Et c'est grâce à la loi Siegfried de 1917 que la Cour de cassation, en 1918, met un point final à cette affaire, enfin. Alors, je vais peut-être dire deux, trois mots sur Oui. le contexte social de l'époque. Il y a une chose qui est très peu connue en France, c'est que la période 1900-1910, c'est la période dans laquelle il y a eu le plus de grèves dans ce pays depuis que les grèves sont quantifiées. Mis à part 36 et 68, il y a une dizaine d'années là, avec un niveau de grève qui n'a jamais, enfin je veux dire en proportion, qui n'a jamais existé à aucun autre moment dans l'histoire des luttes sociales. Et donc c'est une période avec des grèves très longues, violentes, dirigées par une CGT qui est à côté du Parti socialiste et qui pense qu'on va changer la société par la grève. Bon, qui a une stratégie politique qui est c'est par la grève qu'on change la société. Et donc, il y a, et c'est pour ça qu'on n'est pas avec le Parti socialiste, avec plein de débats dans tout ça. Je simplifie évidemment, mais c'est face à ce contexte politique qu'il y a véritablement une offensive. Là, on la voit judiciaire, mais qui était une offensive, y compris au niveau de répression. On envoyait l'armée contre les grèves, il y avait des morts régulièrement, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, enfin je veux dire, les gens perdaient leur emploi. De toute façon, à l'époque, quand on se mettait en grève, c'était un motif de licenciement. Donc le fait d'être en grève, on perdait son travail, et quand la grève prenait comment dirais-je, une ampleur un peu grande, on envoyait l'armée et on tirait sur les grévistes. Donc c'est vraiment ce contexte-là, l'affaire Durand. Hein. Il y a l'histoire et les chasses aux jaunes et tout ça, ça faisait vraiment partie, je ne veux pas dire du quotidien, mais enfin quand même, hein, c'était la norme. Bon. Et c'est vrai qu'après la Première Guerre mondiale, il y a une rupture dans cette histoire-là au plan syndical, à partir du moment où la CGT se casse en deux, où il y a d'un côté la CGT plutôt socialiste, de l'autre côté la CGT plutôt communiste, avant que tout ça se réunifie. Et il y a un peu une cassure dans l'histoire du mouvement syndical, qui est la cassure qu'il y a eu dans tous les débats de cette époque. Mais réellement, l'affaire Durand, pour moi, c'est un des faits d'une période extrêmement violente de lutte sociale qui a été occulté dans l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement syndical. Je voudrais simplement, parce que je crois que la question est plus ou moins posée, la question est posée de savoir si actuellement, il n'y aurait pas des affaires Durand, évidemment, sous le coude, mais est-ce qu'il y a toujours des répressions sur l'activité syndicale? Bien évidemment, ça n'a jamais cessé. Et on a parlé déjà depuis quelques années, et on continue à en parler. Bon, maintenant, la période n'est pas vraiment propice à ça. On a parlé de la criminalisation de l'action syndicale. Hein, je pense à des affaires, y compris locales, au Havre notamment, où il y a eu des poursuites qui ont été engagées contre des syndicalistes qui essayaient de mettre en œuvre des grèves dures, difficiles. À Rouen aussi, c'est arrivé. Hein, je me souviens, la grève des transports à Rouen il y a quelques années, où la réponse finalement au départ, en tout cas
n'était pas la discussion, la négociation, mais la réponse, c'était la répression. Donc c'est vrai qu'il y a encore, et encore à l'heure actuelle, un climat de criminalisation, j'ai du mal à le dire, décidément, parce que je l'accepte peut-être pas beaucoup, criminalisation de l'action syndicale. Je crois qu'il faut le dire, oui, ça existe encore, et les gens qui sont des syndicalistes engagés s'exposent à des poursuites pénales. Et je suis d'accord avec ce que dit Éric, et c'est d'ailleurs la raison de mon appartenance au syndicat de la magistrature. Au sein de ce syndicat qui est né en 68, hein, il faut le rappeler, qui a maintenant un peu plus de 50 ans, l'un des combats, c'est effectivement l'indépendance de la justice. Et dans le cadre de cette indépendance de la justice, c'est on prône effectivement que les procureurs de la République ne soient plus dépendants du pouvoir politique. Et pourquoi ça? Parce que si les procureurs ne sont plus dépendants du pouvoir politique, la tendance qu'on voit encore à criminaliser l'action syndicale sera, à notre avis, bien moindre. Il faut faire confiance aux juges indépendants pour juger toutes les affaires. Et si les procureurs qui dépendent du pouvoir politique peuvent orienter, on l'a vu également sur la répression des mouvements des Gilets jaunes, où il y a eu effectivement énormément de poursuites, mais également beaucoup de relax. Et donc, les juges indépendants ont quand même un petit peu, alors je ne dis pas que ça a été parfait, loin s'en faut, mais ont un petit peu trié, mais les parquets ont poursuivi. Et là, véritablement, le lien entre les procureurs et le pouvoir politique était trop évident. Et il faut couper ce lien. L'ensemble des magistrats en France y sont favorables, les avocats aussi, mais on imaginait que Dupond-Moretti, qu'il avait annoncé lors de son premier discours, aurait pu faire un pas en ce sens. Ce n'est pas le cas. Il y a toujours cette forte résistance du pouvoir politique qui veut se garder cette main, ce bras armé de la répression. Et ça, c'est assez inquiétant. Et il faut comparer véritablement, pour terminer le propos que tu viens de dire, que je souscris totalement. Moi, j'ai toujours été saisi par l'absence totale du parquet, des procureurs dans les affaires de licenciement collectif, alors qu'ils avaient normalement le devoir de prendre des réquisitions en faveur, en général, justement des grévistes dans les licenciements collectifs ou ceux qui faisaient la grève. Donc, absence totale des parquets, parce que c'était des affaires prétendument civiles où ils avaient toute leur place, où même le ministère, quelquefois, leur demandait de prendre des réquisitions. Et par contre, en revanche, présence inflexible dès qu'il s'agissait effectivement de prétendus faits de droit commun imputables à des grévistes. C'est vrai que le contraste est absolument saisissant. Bien, mais écoutez, bien. Mes amis, je vous propose d'en rester là. J'invite toutes celles et tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à lire le livre de Marc, qui est tout à fait passionnant. Je suis presque fini. On vous remercie tous les deux de cette soirée. On remercie à toutes celles et tous ceux qui sont là d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Et puis donc, on reste en contact pour essayer d'avoir un lieu de commémoration et une initiative locale au tribunal de Rouen. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt. Merci à vous. Merci Patrick, et merci à toi Marc. Merci Patrick. Merci Remarquable Eric. ouvrage. Remarquable ouvrage.